Henri, vous êtes prêt? Oui. Ok. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Ruud Priem, je suis le conservateur de Beaux-Arts ici au Musée national d'archéologie, d'histoire et d'art luxembourgeois. J'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir Henri Carême, qui a travaillé de 6 ans, je crois, sur le sujet du peintre luxembourgeois du XVIIIe siècle, le sujet aussi de l'exposition en 4e étage, et qui a écrit 7 grands livres, une modeste sommaire de 400 pages de son dissertation de 12 volumes, Henri, de 2060. 2600. 2600 pages, mais ça vaut la peine. Et je peux déjà dire qu'après la conférence, après la présentation, Henri sera en haut dans le Museum Shop. Si vous avez envie d'acheter, il peut mettre dedans une dédication. Vous avez une dédication de l'auteur. Avec ça, je t'invite, Henri, de commencer. Et oui. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Alors bonsoir à tous. Donc le sujet qui nous intéresse ce soir s'intitule Les peintres luxembourgeois du XVIIIe siècle et je vais vous faire une présentation brève de leur vie et de leurs œuvres. Alors qu'est-ce que j'entends par peintre au XVIIIe siècle? Donc nous, actuellement, quand on utilise le mot peintre, on pense que c'est un praticien des beaux-arts qui va créer des choses assez inédites, sauf qu'au XVIIIe siècle, c'est compliqué de faire la différence entre des artistes peintres qui vont créer des tableaux ou des peintres spécialisés dans la pose des dorures ou des peintres qui sont juste des peintres qui vont réaliser juste des ornements dans les maisons. Mais ici, le mot peintre englobe vraiment toutes ces catégories pour le XVIIIe siècle. Alors, luxembourgeois, c'est l'ancien duché de Luxembourg, et XVIIIe siècle, c'est vraiment la période qui va de 1701 à 1800. Alors, voici le plan de ma communication. Donc, je vais d'abord commencer par un état des lieux avant mes découvertes. Donc, qu'est-ce qu'on savait sur la peinture au XVIIIe siècle dans les Pays-Bas méridionaux et ensuite dans le duché de Luxembourg. Ensuite, en deuxième point, je vous ferai une brève mise en contexte de l'ancien duché sous l'Ancien Régime. En troisième position, je vous présenterai vraiment ce que c'est être peintre dans le duché de Luxembourg à cette époque-là. Et enfin, je vous présenterai des œuvres emblématiques, donc des commandes institutionnelles ou officielles, des commandes privées et commandes ecclésiastiques. Et je finirai par la conclusion. Alors, quand j'ai commencé le travail d'investigation et de recherche, donc sur la phase heuristique, je me suis d'abord penché sur qu'est-ce qu'on pouvait avoir de disponible dans la littérature. Et je me suis rendu compte que le XVIIIe siècle, c'est quand même un siècle qui est encore très peu étudié, un peu mal aimé, comparé au XVIIe siècle, qui est vraiment un siècle de prestige, avec les grands maîtres de la peinture comme Rubens, Van Dyck ou Jordaens, par exemple, pour Anvers. Ou alors on a Berthollet Flémal du côté de la principauté de Liège. Mais pour les Pays-Bas méridionaux, c'est une période qui est encore, pour le XVIIIe siècle, qui est encore à étudier et à approfondir les choses. Donc moi, vu que je suis originaire de Messancy et j'ai la double nationalité, moi je suis passionné par mon patrimoine régional et local. Je me suis donc intéressé sur la production picturale des peintres de l'ancien duché de Luxembourg. Donc je vais vous montrer quelques petites pensée d'historiens de l'art belge de l'époque, enfin au début XXe siècle. Donc en 1913, on a l'historien de l'art Max Rose qui parle pour le XVIIIe siècle d'une ère de profonde décadence et de longue léthargie. Donc comparé au chef-d'œuvre du XVIIe siècle, le XVIIIe c'est pour lui très pauvre et assez médiocre. En 1969, on a le peintre Albert Dasnoy qui lui n'aperçoit pour cette période qu'une insignifiance et vraiment une débilité profonde. Et il affirme que l'art de peintre est tombé à son niveau le plus bas. Il souligne cependant que de toute cette production du XVIIIe siècle des Pays-Bas méridionaux, on a quand même Pierre-Joseph Redouté, le chantre des roses, qui est le seul peintre qui s'élève de cette médiocrité. Donc un luxembourgeois, originaire de Saint-Hubert. Au fil des années, on a quand même d'autres historiens de l'art comme
belges comme Pierre Bautier, qui lui entame dès 1939 une réhabilitation de cette période. Et finalement, ça va vraiment être acquis par les historiens universitaires depuis la fin des années 1980. Donc je suis un peu dans ce prolongement. Et je suis plutôt pionnier pour le Luxembourg qui nous intéresse. Alors le XVIIIe siècle, très rapidement, donc c'est vraiment une période de renouveau idéologique. On a, du point de vue aussi archéologique, on a la redécouverte, la découverte des sites d'Herculanum en 1709 et les fouilles à Pompéi en 1748. Donc l'Antiquité va redevenir une période de prédilection pour les artistes et on va abandonner progressivement le style baroque, donc qui est vraiment théâtralisé avec énormément de mouvements dans les compositions et les personnages, vers le néoclassicisme, qui est beaucoup plus doux et plus posé. À Bruxelles, qui est vraiment le centre du gouvernement des Pays-Bas autrichiens et méridionaux dont le Luxembourg était rattaché, on a quand même le gouverneur Charles de Lorraine qui va s'entourer d'artistes à partir du milieu du XVIIIe siècle et qui va les protéger et les rémunérer. Et c'est vraiment lui qui va redévelopper aussi les académies dans nos régions. La ville d'Anvers reste vraiment une école et un musée pour tous les artistes de l'Europe. Mais bien sûr, on a quand même Paris et Rome qui sont bien au-dessus et qui prennent beaucoup plus d'importance avec des politiques somptuaires, avec les cours princières et royales. Pour les Pays-Bas méridionaux, il y a vraiment deux peintres qui sont vraiment importants pour nos régions. C'est Pierre-Joseph Verhagen, qui travaille à Louvain, Leuven, mais qui reste dans la tradition de Rubens. Et à Anvers, on a André Corneille-Lenz, qui lui ramène de ses voyages en Italie le goût vraiment pour le néoclassicisme et qui va le transmettre dans ses enseignements et dans ses écrits. Alors quand on s'intéresse maintenant pour la peinture du XVIIIe siècle dans le duché de Luxembourg, dans la littérature, ce qu'on a comme disponible, pas grand-chose. En 1849, on a un Dr Wapp, qui est un Néerlandais, qui vient faire un petit séjour ici dans nos régions. Et il va visiter le Grand-Duché de Luxembourg. Et voici ce qu'il écrit en 1849. Donc il dit que le Luxembourg est vraiment connu pour des personnages plutôt militaires, des historiens, des littératures et des hommes d'État. Mais pour ce qui est des beaux-arts, on a très peu de talents qui ont été découverts et mis en avant. Toutefois, il s'est renseigné auprès des personnes de la région et il dit qu'il paraît qu'avant Pierre Maisonnet, si l'on en accepte le frère Abraham, personne d'autre qu'un certain Pioche, français d'origine, ne s'était fait connaître dans l'ancien duché ou comté du Luxembourg par des œuvres de dessin ou de peinture. Donc ici, il a vraiment repris les on-dit locaux, mais il n'a pas fait le travail en visitant les églises que moi j'ai pu faire. Donc vraiment toute la recherche de terrain et un travail de fourmi en visitant les églises, les châteaux et les collections privées et les musées, et aussi en allant prospecter dans les archives qui restent la source principale pour reconstituer la vie des artistes. Alors ici, on a quand même 3 noms d'artistes qui sont mis en avant. Donc Pierre Maisonnet, c'est un élève de frère Abraham. Pierre Maisonnet, on a d'ailleurs une rue ici au quartier à Bonnevoie qui a été créée en 1962. Donc Pierre Maisonnet est né à Luxembourg en 1750 et il décède ici en 1827. Frère Abraham, moine d'Orval, qui est assez bien connu, j'en reparlerai, et Pioche, c'est vraiment un Français né à Paris qui va s'installer à la fin du XVIIIe siècle et qui va démarrer les cours de dessin à partir d'avril 1798. Et Pierre Maisonnet sera son successeur. J'y reviendrai. Alors on a aussi d'autres auteurs qui vont parler de la peinture au XVIIIe siècle dans le Luxembourg. Donc ici, il y a une exposition à Arlon de 1934 qui s'intitulait « Le visage du Luxembourg ». Donc un des auteurs explique qu'il y a des peintres luxembourgeois et non une peinture luxembourgeoise. Et ce n'est vraiment qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle que la peinture sera dignement représentée dans nos régions. Vous allez constater qu'il se trompe. J'ai découvert plein d'autres artistes qui sont même à la charnière au XVIIe, XVIIIe siècle. On a vraiment eu ici une production très intense et ce n'est pas seulement Frère Abraham à la fin du siècle qui va vraiment mettre en avant cette production. Et je vous mets aussi un dernier passage de 1986, c'est Jean-Luc Cols, donc sur l'ouvrage sur les peintures et les dessins luxembourgeois ici dans les collections du Musée national, qui fait un tout petit paragraphe sur les artistes anciens en disant que les plus anciens tableaux de peintres luxembourgeois dans notre collection ne semblent guère remonter au-delà du XVIIIe siècle.
Le musée d'histoire et d'art de la ville nationale de Luxembourg possède des portraits de plusieurs membres de la famille d'Augsbourg-Lorraine, qui sont au musée de la Forteresse actuellement, mais qui sont bien sûr d'une facture quelque peu compassée, mais qu'on attribue à Jean-Pierre Sauvage, peintre né à Luxembourg, et j'en reparlerai. Mais il parle aussi que le musée possède des œuvres de Frère Abraham et de Pierre Maisonnet. Donc on a quelques noms qui circulent régulièrement. Ici, il y a une étude qui date de 1859 sur Frère Abraham, premier catalogue sur un des peintres anciens luxembourgeois, qui recensait à l'époque le docteur Antoine Namur, 351 œuvres. Je vous ai mis ici un autoportrait de Frère Abraham, un tout petit tableau d'une trentaine de centimètres, qui a malheureusement disparu de l'abbaye d'Orval en mai 1940. Et je ne sais pas de ce qu'il est advenu, mais c'est un tableau d'une bonne facture, et j'ai retrouvé un cliché aux archives de l'État à Arlon. Donc le moine est dans son habit de frère convert, cistercien, et il a sa palette et ses couleurs en main, et il présente un tableau qui vient de terminer, qui est une Vierge à l'enfant. Alors le dernier ouvrage sur la littérature, qui date de 2009, est aussi consacré à Frère Abraham. Pour les 200 ans de sa mort, il y a une exposition au musée Goma à Virton, et là le catalogue qui est sorti recensait seulement 80 tableaux, dont certaines à l'attribution douteuse. Donc ici, toute la monographie doit être revue. Moi, dans mes recherches doctorales, j'ai recensé 579 œuvres, dont 30% d'œuvres ont été conservées ou sont connues par au moins une photographie ancienne. Majoritairement, c'est des œuvres religieuses, forcément, mais on a quand même 175 œuvres localisables ou connues, et puis 400 œuvres détruites ou disparues, et puis des dessins préparatoires et des œuvres que j'ai rejetées du catalogue et du corpus. Ici, je vous ai mis un petit dessin à la sanguine qui se trouve dans un des carnets ayant appartenu à Frère Abraham. Donc un tableau que je n'ai pas pu retrouver, mais on a le dessin préparatoire qui date de sa période où il s'était donc réfugié ici à Luxembourg, à l'abbaye de Neumünster, donc après l'incendie d'Orval en 1793. Et je termine sur l'état des lieux de la littérature en vous mettant en avant qu'il y a eu aussi d'autres ouvrages sur d'autres artistes. Donc dans la biographie nationale du pays de Luxembourg dirigée par Jules Mersch, on avait une étude sur Jean-Pierre Sauvage qui date de 1967 par Robert Matagne. Pierre-Joseph Redouté, le Raphaël Desroses, qui a surtout fait sa carrière à Paris. On a vraiment une monographie de 96 qui est vraiment la plus complète jusqu'à ce jour. Et Ignace Milim, qui est un peintre itinérant qui nous vient de Moravie, qui est surtout spécialisé dans les portraits et les fresques dans les églises. Et de Fernand Toussaint, édité en 2007 dans l'annuaire de 2001 de l'Association luxembourgeoise de généalogie et d'héraldique. Donc voilà ce qu'on a dans la littérature avant mes découvertes. Et maintenant, je vais vous présenter vraiment le résultat de mes travaux. Alors avant de commencer, je vous refais une brève mise en contexte du duché de Luxembourg, d'Ancien Régime. Donc je vous ai mis des cartes. Donc du point de vue géographique, on a bien sûr, du point de vue territorial, le Grand-Duché actuel, plus la province du Luxembourg belge. Et puis des territoires comme Montmédy, et Marville et Thionville, et les régions de Bitbourg et Saint-Vite. Donc à partir du traité des Pyrénées, on va perdre les territoires français au profit de la France et 1815, les cantons au profit de l'Allemagne. Et puis la scission entre les du Luxembourg va se faire en 1830 et l'indépendance du Grand-Duché 1839. Alors pour le XVIIIe siècle, le duché c'est vraiment une province, un petit foyer qui est très peu peuplé. On recense en 1766 200 000 habitants pour un territoire de plus de 9 000 km². La population est profondément catholique. Donc on a des abbayes, des églises qui sont éparpillées un peu partout sur le territoire. Très peu d'industrie, surtout les forges et l'agriculture. Très peu de tanneries. À Vils, on peut en trouver par exemple. Et du point de vue aussi des diocèses, ça c'est assez intéressant, c'est que c'est divisé en différents quartiers, mais c'est surtout pour le sud de la région, le diocèse de Trèves qui est très important, et Liège pour la partie du nord. Et ça va influencer aussi l'arrivée et l'immigration des artistes. On a aussi le bilinguisme qui va favoriser aussi l'intégration des étrangers. Alors l'origine sociale des peintres. Donc j'ai recensé
pour tout le XVIIIe siècle, en tout 81 peintres. Sur les 81 peintres, il y en a 43 qui sont nés sur le territoire de l'ancien duché. 13 sont des immigrés qui vont venir de différentes régions, principauté de Liège, donc des pays limitrophes, et aussi de l'ancien royaume de Bohême, comme Weiser ou Milim. On a aussi 20 peintres qui ont travaillé d'une manière temporaire dans l'espace luxembourgeois ou qui ont reçu des commandes depuis l'étranger de la part d'un donneur d'ordre implanté dans l'ancien duché. Et il y a seulement encore 5 peintres dont je n'ai pas encore trouvé leur acte de naissance et je ne peux pas encore préciser s'ils sont luxembourgeois ou pas. Alors sur les 43 peintres nés dans le territoire de l'ancien duché, ils naissent majoritairement dans les villes, donc ici au chef-lieu du duché qui était le Luxembourg. Donc leurs parents ont quand même sont des bourgeois relativement aisés. On a des ingénieurs militaires, on a des notaires, des boulangers, des échevins, des marchands, mais aussi des peintres qui vont avoir les peintres qui vont avoir une vocation et une envie d'apprendre le métier, aussi dans les milieux ruraux, comme des tout petites localités comme Alanzy, Keurich ou Stadtbredimus. Là, les parents sont des petits artisans. Et en tout, on a aussi des dynasties de peintres. On a les peintres sauvages, les redoutés, Damery à Bastogne et les peintres Collet à Alanzy. Et d'autres secteurs, on a aussi des parents qui étaient sculpteurs ou maîtres maçons ou horlogers. Alors comment est-ce qu'on débute le métier de peintre? Il faut d'abord se former dans un atelier. Donc on connaît différents ateliers privés. Pour retrouver des contrats d'apprentissage, j'ai donc dû faire un dépouillement des liasses des notaires ici aux Archives nationales à Luxembourg. Et j'ai trouvé seulement 3 contrats d'apprentissage en tout, ce qui est quand même assez peu. Donc on peut aussi supposer que l'engagement d'un apprenti se faisait d'une manière orale et tacite et ne se mettait pas forcément par écrit à tous les coups. Alors ici, vous avez une retranscription d'un contrat d'apprentissage qui date de 1709. Donc ça a été retranscrit par Nicolas van Ouwerweek et j'ai retrouvé donc à la début XXe siècle ou fin XIXe siècle. Et donc c'est qu'une partie, on n'a pas l'entièreté du texte, mais on a quand même l'essentiel. Et là, on apprend qu'en 1709, on a ici à Luxembourg Pierre Laloire, qui est le fils de l'ingénieur militaire de la forteresse Hubert Laloire, qui vient avec c'est Jean-Emmanuel Laloire, qui veut venir apprendre le métier de peintre ici à Luxembourg. Et son oncle, Pierre Laloire, qui est maître horloger, va se mettre d'accord avec Charles Sauvage, un maître peintre originaire de Verviers, qui est installé en ville depuis 1694, pour que Jean-Emmanuel Laloire puisse apprendre le métier de peintre. Pendant 2 ans, et on a une somme, 150 écus, plus une pistole pour la femme du peintre, et à la fin du contrat, on stipule que l'apprenti peut rester une 3e année, et son maître ne lui doit que la nourriture ordinaire et pas le logement. Oui. Bonne question. À mon avis, je pense que c'est pour la nourriture, en fait. Celle qui prépare les repas pendant que l'apprenti est à l'atelier avec le maître. Et donc, elle doit aussi avoir une rémunération pour le travail au quotidien dans l'atelier. Mais c'est une supposition. Alors, on a aussi d'autres traces ici. J'ai un contrat malheureusement perdu, mais dans le registre du notaire, on a l'indication de la minute disparue. Donc, le sieur Sauvage, c'est encore Charles Sauvage, qui va apprendre son métier à Jean-Pierre Mattei et contrat d'apprentissage minute 115 en 1718. Voilà, malheureusement, le document a disparu, mais j'ai encore cette information. Jean-Pierre Mattei est né à Keurich en 1703. Il se forme en 1718 ici à Luxembourg et il va devenir après frère convert à l'abbaye d'Echternach et décède en 1763. Et le dernier contrat d'apprentissage, c'est de Philippe Doyer de Diekirch, qui a l'âge de 14 ans en 1735, vient apprendre son métier ici à Luxembourg, chez le fils de Charles, qui est Jean-Pierre Sauvage, et qui est en activité depuis une petite dizaine d'années à son compte ici à Luxembourg. Il avait déjà eu un autre apprenti qui était de Malmedy, Nicolas Collard, qui restait ici en ville de 1727 à 1735. Et là, le contrat stipule que l'apprenti, donc pour Philippe Doyer, l'apprentissage va durer 9 ans. Et la somme ici, c'est 50 écus. 50 écus, c'est l'équivalent d'1 an de loyer pour une maison ici à Luxembourg. Alors, excepté les ateliers privés, on a eu une école de peinture à Orval. Ça, c'est assez exceptionnel et inédit. Je n'ai pas trouvé d'autres équivalents dans l'histoire des Pays-Bas méridionaux. Donc à l'abbaye d'Orval, frère Abraham va ouvrir son école après avoir séjourné dans les académies, après avoir été formé. Il a 35 ans et il va recevoir des apprentis.
En 1787, les archives nous stipulent que Frère Abraham entretenait annuellement 6 élèves pour apprendre le dessin et la peinture. Les élèves viennent du duché de Luxembourg, Stadtbredimus et Sternach, de Villers-de-Ventorval, mais aussi même de l'étranger. On a un élève qui vient de Mannheim, où Frère Abraham avait d'ailleurs fait un séjour. Et là, on a une carte postale qui représente l'atelier de Frère Abraham. Donc c'est dans la cour des anciens novices. Et ici, c'est une carte postale avec une baie vitrée du 19e siècle, un peu romantique. Et actuellement, ça s'appelle les Communs d'Orval, et c'est juste à côté de la fontaine Mathilde. Alors, Frère Abraham, dans sa technique d'apprentissage, donc ses élèves devaient apprendre le dessin, la peinture, et n'hésitaient pas à poser devant eux pour leur apprendre toutes les techniques de son art. Donc ici, on a un portrait réalisé par un de ses élèves. Frère Abraham porte la tonsure, il a la robe blanche et le scapulaire noir des cisterciens. Et il tient un petit bréviaire en main. Alors ces élèves recevaient aussi des commandes pour les églises des environs, dont l'abbaye d'Orval était décimatrice. Ici, un devant d'autel qui représente les âmes du purgatoire pour l'église de Gérouville. Et les élèves ont réalisé même ici un chemin de croix pour les récollets de Amipré. Et on a encore le document rédigé par Frère Abraham où il précise qu'il envoie donc les caisses avec les cadres d'un chemin de croix peint par ses élèves. Et donc les élèves, ça c'est la technique et c'est vraiment le rôle essentiel de notre production luxembourgeoise, c'est que vont reprendre et s'inspirer de modèles gravés pour créer les compositions de leurs commandes d'ITER. Alors à Orval, on avait aussi une grande fresque malheureusement disparue qui décorait la nouvelle abbatiale qui a été érigée à partir de 1769. Et ici, on a un dessin, plutôt une mise au carreau, de la partie centrale de la nef qui représente l'ascension du Christ avec les pères de l'Ancien Testament. Et là, c'est un dessin réalisé par Pierre Bord de Stadtbredimus, donc le bord de la Moselle luxembourgeoise, lors de son apprentissage à l'école de peinture d'Orval vers 1790. Alors, les peintres peuvent aussi sortir des frontières de l'ancien duché de Luxembourg. Dans ma thèse, j'ai recensé quelques voyages à l'étranger, dont un à Rome, de Renier Randeux, qui est originaire d'Ortho, près de La Roche, qui va partir à Rome après avoir passé par Liège, et il va rester 10 ans à Rome pour apprendre la sculpture et la peinture, mais il fera toute sa carrière qui va suivre à Liège. On a d'autres peintres qui vont aller à Paris, comme Nicolas Thierry de Saint-Hubert, et qui va devenir un des professeurs à l'Académie de Saint-Luc à partir de 1710. Frère Abraham fera aussi un séjour à la capitale française, et Pierre Bord également son élève. Dans les académies, on a surtout Anvers, Düsseldorf et Mannheim, et ça je vais maintenant vous présenter rapidement le parcours de Frère Abraham. Donc, avant de démarrer son voyage de perfectionnement, il avait avec lui ce petit manuel, méthode curieuse et facile pour la connaissance des tableaux et des sculptures, donc, qui donne une brève biographie des maîtres flamands et brabançons anciens, avec la description des œuvres vraiment emblématiques que Frère Abraham a pu donc découvrir en fréquentant les églises dans ses pérégrinations. Alors, Frère Abraham part... Donc, je ne vous l'ai pas dit, donc il est né à Bellavie en 1741. Il est d'abord ermite dans la forêt de Ruhl. Ensuite, il va être engagé à l'abbaye d'Orval en 1771. Et à partir de là, il va faire des voyages jusqu'en 1778. Alors ici, il va faire 2 voyages à Anvers en 1774 et 1775. Et ici, je vous mets un tableau qui se trouve à l'église de Longvillon, qui représente le martyre de Sainte Agathe. Et c'est vraiment, dans sa composition, c'est vraiment une réminiscence d'un tableau qu'il a pu observer lors de son séjour de perfectionnement à Anvers, parce que Frère Abraham a repris en partie ici un tableau de Jordans qui décorait donc un des autels de l'église des Augustins à Anvers. Maintenant, le tableau est au musée de la ville des Beaux-Arts d'Anvers, mais ici on a une reproduction en gravure qui date de 1630 que Frère Abraham a dû utiliser pour reproduire sa composition. Alors il a changé de thématique, vu qu'ici c'est pas le martyre de Sainte Agathe, mais c'est le martyre de Sainte Apolline qui se fait donc arracher les dents. Et donc il a repris la figure de Saint-Pierre, le préfet proconsul Quintianus qui est présent ici majoritairement, et le bourreau qui arrache normalement ici les dents, qui va couper donc le sein de la Vierge avec une tenaille. Alors après le passage à Anvers, Frère Abraham va voyager en Allemagne, il va aller à Düsseldorf, à la nouvelle académie de peinture et de sculpture.
Il va rester pendant environ 8 mois, de octobre 1776 jusqu'à juin 1777, et il va ramener un premier prix de composition avec ce petit tableau qui représente Adam et Ève pleurant la mort d'Abel. Donc c'est vraiment un tableau qui est important dans sa production, vu que le tableau est datable et montre vraiment l'évolution dans sa production. Je ne vous ai pas montré les tableaux antérieurs à cette année-là, mais on voit vraiment une très bonne amélioration dans sa palette et dans sa composition. Et on a la chance d'avoir le diplôme qui lui a été décerné à la fin. Et donc avec ce tableau-ci, il a gagné le premier prix de composition de cette année 1776. Donc ça représente Caïn qu'on voit dans les fourrés a donc assassiné son frère Abel, et ses parents Adam et Ève viennent de découvrir le corps inerte de leur fils jonchant le sol. Alors aussi à l'Académie, lors de son séjour à la galerie électorale de Düsseldorf, frère Abraham va de nouveau s'inspirer d'énormément de tableaux dans les galeries, il y en avait plus de 400, et il va reprendre en 1798 pour un commanditaire de Malmedy, ici une représentation, une composition qu'il a pu voir dans les galeries, qui représente Samson trahi par Dalila, qui est une composition de Jacobus van Vink, qui est un peintre de bruxellois, un peintre maniériste principalement. Alors on a vraiment le côté maniériste et puis le côté frère Abraham qui est vraiment une palette beaucoup moindre, mais c'est vraiment ici dans du néoclassicisme avec vraiment les couleurs qui sont vraiment mises en avant. Et il y a beaucoup plus de douceur et moins de musculature, surtout dans les personnages, quoi. Alors on a aussi la chance de connaître la bibliothèque de certains peintres. Il y a des peintres dont Weiser, qui est un peintre originaire de Bohême qui s'installe dans nos régions dans les années 1730. On connaît toute sa bibliothèque, il y a plus de 158 volumes, et on a la chance d'en avoir encore 2 dans nos bibliothèques ici au Grand Séminaire à Luxembourg, avec Lex Libris, Johann Georg Weiser Pictoris. Donc ici un ouvrage publié à Trèves en 1700, et qui est une dissertation sur le livre de Maccabée, rédigée par un évêque auxiliaire de Trèves, et le premier volume de l'histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg, du jésuite Jean Berthollet, de 1741, publié ici à Luxembourg. Pour l'anecdote, Weiser devait réaliser à la base des gravures pour illustrer l'ouvrage, mais il va rentrer en conflit avec Berthollet et les gravures ne seront jamais publiées. Il s'agissait de l'abbaye des représentations de l'abbaye de Clairefontaine, de Saint-Hubert et d'Orval, plus un portrait de l'empereur Charles VI. Donc parmi les ouvrages, là c'est très intéressant, on voit que Weiser a toute sa vie essayé de se former, à en apprendre davantage. Donc il possède aussi bien des dictionnaires pour apprendre les langues, donc italien, allemand, anglais, français. Il a aussi des ouvrages publiés à Augsbourg sur le traité de la perspective, du père Pozzo, qui va l'aider à réaliser ces fresques ici dans nos églises, par exemple à Mondorf. D'autres traités sur la perspective, des traités sur l'iconologie de Cesare Ripa, italien, un ouvrage de référence, et aussi des traités de la peinture de Léonard de Vinci, ou le livre des peintres de Gérard de Layres, publié à Nuremberg dans les années 1720. Et aussi un ouvrage ici écrit en espagnol de 1627, Le siège de Breda. Frère Abraham, quant à lui, on connaît aussi sa bibliothèque, c'est vraiment ici à 90% des livres religieux, forcément il était moine cistercien précédemment. Et donc là, c'est la bibliothèque qu'il possédait à la fin de sa vie à Florenville en 1809. Il y a aussi des ouvrages historiques ou même le fameux best-seller de l'époque du XVIIIe siècle, Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse, écrit par Fénélon, qui va l'aider aussi dans la réalisation de différentes compositions. Donc ici, on a la fin du roman, et donc Télémaque a quitté Mentor, qui se révèle est en fait la déesse Minerve, et Télémaque revient dans sa cité à Ithaque. Alors 2 tableaux qui ornaient ici l'ancien refuge de l'abbaye d'Orval à Luxembourg. Là, si vous avez des informations sur ces tableaux, je suis preneur. Donc je possède seulement des clichés datant des années 1940, que j'ai pu retrouver à Arlon, aux archives de l'État, des épisodes de la vie de Télémaque, et dans les dernières informations, ces tableaux appartenaient à la collection de l'ancien ministre Joseph Pêche. Donc on a Télémaque qui est dans la grotte de Calypso, qui raconte ses aventures aux nymphes, et Mentor qui précipite Télémaque dans la mer pour fuir la grotte de Calypso et son île. Alors les peintres vont principalement faire carrière dans différents endroits, ici principalement au chef-lieu du duché. Donc ici on a vraiment les maîtres les plus importants comme Sauvage, Weiser,
entre autres. Donc on est au chef-lieu du duché, c'est l'endroit le plus peuplé, où il y a le plus de marchés, donc c'est logique que ces peintres viennent s'y intégrer. On a aussi énormément de communautés religieuses, mais on a aussi d'autres villes comme Marches, Arlon, Bastogne, Saint-Hubert ou Echternach, qui vont aussi avoir d'autres peintres. Donc les localités dans les campagnes, aussi dans les abbayes. On a Echternach avec frère Philippe, Orval, frère Abraham, et on a même eu un peintre verrier ici chez les pères dominicains à Luxembourg, qui s'appelle le frère Luc Olem. D'autres vont partir à la cour, donc Jean-Pierre Sauvage et son fils Grégoire Joseph vont faire carrière à Bruxelles principalement. Et ensuite, on a toute une flopée de peintres itinérants, des peintres liégeois, allemands, français, etc. Alors, je vous ai mis ici un document, un édit du roi, qui date de 1686, et donc après la prise de la forteresse par les Français en 1684, donc Louis XIV va mettre une politique pour reconstruire le duché qui a été complètement détruit, rasé et abîmé avec les guerres de peste et famine du XVIIe siècle, et donc il va donner ici des privilèges pour les artistes et artisans étrangers en leur donnant des faveurs, aussi bien des terres, et aussi en leur donnant comme atout qu'ils vont être exemptés d'impôts pendant 10 ans. Et donc tout ça va relancer une dynamique et la production des arts plastiques va vraiment s'épanouir à partir de la fin du XVIIe siècle et prendre toute son expansion au XVIIIe siècle pour redécorer les abbayes, les églises et les maisons des bourgeois et des châteaux. Alors le profil des peintres, donc les peintres se marient entre 25 et 30 ans. Donc pourquoi? Parce qu'ils ils veulent d'abord se former, voyager et avoir un atelier qui est bien en activité. Ils ont en moyenne 7 enfants par couple. Leur situation financière reste précaire, même s'il y a des commandes, il y a une efflorescence artistique. Il faut quand même se diversifier avec différentes méthodes et techniques. Donc on a des peintres graveurs, peintres fréquistes, peintres sculpteurs, peintres architectes ou même marchands. Alors il n'existe dans le duché de Luxembourg pas de corporation de peintres, donc les peintres se mettent surtout chez les marchands ou les merciers qui leur donnent une sécurité pour vendre en fait leurs toiles et leur production. Les prix des tableaux, les petits tableaux c'est environ 3 écus, un moyen tableau peut monter entre 5 et 10 écus, les grands tableaux plus de 3 mètres de haut c'est environ 30 écus. Donc avec ces petites sommes ils peuvent s'acheter aussi bien des animaux ou des meubles ou autres. Mais 30 écus c'est vraiment déjà une somme. Ici c'est le prix d'un appartement à Luxembourg à l'époque pour une année. Alors là, je vous montre un exemple d'un tableau qui se trouve à la cathédrale Notre-Dame, dans la cage d'escalier qui mène à la loge Grand-Ducale. Un tableau qui date donc de l'époque des pères jésuites de Luxembourg, qui représente le bienheureux Jean-François Régis. Donc un tableau que vous voyez qui est quand même complètement chancy et gondolé. Mais j'ai pu retrouver la datation en allant consulter les archives ici à Luxembourg pour retrouver donc l'auteur du tableau ainsi que la date et le prix complet, quoi. Donc un tableau qui a été créé en 1716 pour la béatification du bienheureux Jean-François Régis, qui est un peintre, un missionnaire français jésuite. Et j'ai retrouvé en plus le modèle ayant été utilisé par Charles Sauvage pour composer son tableau. Donc il a repris ici une œuvre de Jan Edlings, donc peut-être prédication d'un prêtre de Saint François Xavier, et il l'a transformé en un Jean-François Régis, qui est en fait, ça représente l'épisode de Montfaucon où François Régis a été, donc on est en 1640, est venu sur place surtout pour guérir les malades de la peste. Alors on a aussi des indications dans les inventaires post-mortem, donc on a vu les bibliothèques, mais aussi par exemple chez Weiser, on sait qu'il avait aussi 235 tableaux dans sa maison, plus de 1000 estampes et des dessins au pastel. Donc pourquoi autant de tableaux dans ses appartements? Probablement pour sa veuve, qu'elle puisse survenir à ses besoins en vendant différents tableaux sur le marché de l'art. On a aussi d'autres indications, les peintres d'Amery de Bastogne. Ici, on n'a aucune estampe, aucune bibliothèque, aucun tableau. Donc ça donne des indications comme quoi c'était plutôt des peintres polychromeurs ou en bâtiment. Et frère Abraham, lui, il possédait que 7 tableaux, mais quand même une bibliothèque plus conséquente. Et il était aussi propriétaire d'une maison, que je vous représente ici, un tableau début XXe siècle, à Florenville, donc dernière habitation de frère Abraham. Et ici, vous avez la maison de Pierre-Joseph Redouté, qui a malheureusement été détruite dans les bombardements en 1940. Donc c'est vraiment des petites maisons avec quelques pièces et très peu de confort.
Là, c'est la maison actuelle de Frère Abraham. Donc la littérature mentionne l'existence de fresques qui décoraient les chambres du moine. Et ça, c'est attesté par Émile Tandel au début du XXe siècle, mais je n'ai pas pu vérifier à l'intérieur des maisons. Donc la littérature explique que les pièces ont été retapissées et repeintes. Donc, difficile de savoir si on va retrouver encore des traces de composition. Alors maintenant, point 4, voilà, le recensement complet de toute cette production au XVIIIe siècle. Donc dans mes recherches, j'ai recensé plus de 700 œuvres qui comprennent aussi bien des peintures murales, des bannières de procession ou des tableaux. Majoritairement à 75%, c'est des œuvres religieuses. Ensuite, vous avez des portraits, 15%, et le reste, c'est différentes autres thématiques, allégories, nature morte ou scènes de genre. Alors, sur les 700 tableaux, j'ai pu en retrouver au moins plus de 400, où soit ils ont pu être localisés ou connus par une photographie ancienne, ce qui est quand même assez énorme comme corpus d'études. Et encore, je ne comptabilise pas la production des peintres qui ont été à cheval entre le XVIIe, XVIIIe et XVIIIe, XIXe siècle. Alors maintenant, je vais vous présenter des œuvres un peu plus emblématiques, des différentes commandes que les peintres pouvaient recevoir au cours de leur carrière. Donc ici, on a d'abord les commandes institutionnelles ou officielles. Donc c'est surtout les États du duché de Luxembourg, dont la résidence se trouvait à l'Hôtel de Ville, donc l'actuel palais grand-ducal, qui n'hésitaient pas à commander aux artistes et aux artisans aussi bien des tableaux, mais aussi des décorations éphémères pour honorer par exemple le décès d'un monarque ou une naissance princière ou l'intronisation d'un monarque comme duc du Luxembourg. Ici, je vous ai mis un tableau officiel peint par Pierre Maisonnet, qui représente l'empereur d'Autriche Léopold II. On est en août 1791. Donc l'empereur n'est pas venu ici à Luxembourg, donc Maisonnet a très certainement utilisé un modèle gravé pour représenter ce tableau d'apparat. Donc l'empereur autrichien porte ses habits bien connus et il pointe en fait la charte avec les différents sceaux des 15 principales villes du duché de Luxembourg qui acceptent de se remettre sous l'autorité, en tout cas du monarque. Alors dans les commandes privées, donc là j'ai surtout prospecté principalement pour la ville de Luxembourg, mais aussi quelques localités limitrophes. Mais majoritairement les tableaux qui ont été commandés par les bourgeois, donc c'était surtout des portraits en grande majorité, et ensuite c'était des œuvres religieuses. On a quelque peu de paysages ou des scènes allégoriques. Alors ici vous avez un marchand de la ville de Luxembourg qui s'appelle Joseph Buisson, qui vient de Savoie. Donc, surtout ce qui est important de mettre en avant, c'est vraiment les costumes, voilà, pour montrer le rang social des portraiturés. À côté, vous avez également ainsi un couple, donc un notaire Philippe Servet de Mersch et son épouse Anne-Marguerite Lacroix. Donc c'est vraiment le traitement ici des robes, la robe rouge avec les motifs argentés, floraux, toute la dentelle. Et ici, le personnage n'hésite pas à poser dans sa bibliothèque de personnel pour montrer tout son côté érudit et savant. Donc ici des portraits de Milim qui datent de 1785. Donc Philippe Servet, c'est aussi le bâtisseur de l'actuelle maison qui est le Centre national de littérature de Mersch, qui a été bâti en 1788. D'autres portraits peints par Milim, donc ici un curé de Mondorf, Nicolas Geschicht, en 1787, qui pose dans sa chaire de vérité et qui pointe en fait un passage de Jérémie qui veut dire élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Passage du livre des Lamentations. Aussi un tout petit tableau de l'empereur François II en 1794, très certainement pour un militaire qui était en garnison à Hauptscheid et qui était présent pour la bataille qui s'est jouée entre les Français et les Autrichiens en avril 1794, et puis aussi des pères abbés de différents monastères, comme ici l'abbé Scholtus qui présente les plans de sa nouvelle abbaye d'Orval, réalisé par Dobé. On a aussi Jean-Pierre Mathéi de Keurich qui va nous réaliser ici toute une série de tableaux pour la famille de Blockhausen. Donc les tableaux se trouvaient encore récemment au château de Birtrange et ont été acquis par le Musée national. Des tableaux qui sont signés et datés de 1728. Donc on a toute une série, on en a 5 ici au Musée national. Et récemment, il y a un mois, j'ai trouvé encore 2 autres tableaux de la même série qui représentent d'autres enfants de ce maître des forges et ancien militaire. Donc le corpus est encore plus grand qu'on ne le pensait. Mais c'est vraiment une série avec des tableaux vraiment de très grand format. Ici, Jean-Baptiste Blockhausen
présente en arrière-plan en fait une scène de cavalerie, vu qu'il était dragon au service du roi de France, et il va devenir après maître de forge. Ici, une de ses filles, Aldegonde, qui est symbolisée ou qui prend les traits en fait du bon pasteur avec la brebis, principalement la figure de christique. Jean-Pierre Sauvage va réaliser aussi des tableaux de très bonne facture. Donc à l'époque où qu'il a été attiré à Bruxelles par le ministre des Pays-Bas autrichien et le gouverneur Charles de Lorraine. Donc ici, on le voit posant dans sa tente de guerre. Donc Charles de Lorraine, qui représente aussi une scène de bataille. Des compositions qui s'inspirent majoritairement de maîtres français, entre autres, quoi. Et ici, l'évêque de Hontheim, qui est un tableau de 1766 qui est dans une collection privée. Donc même si Jean-Pierre Sauvage avait quitté la ville de Luxembourg à partir de 1737, il n'hésitait pas à garder contact avec les Luxembourgeois et à leur envoyer régulièrement des tableaux, comme le prouve ce tableau-ci, quoi. On a aussi dans le cadre privé des sujets de dévotion, donc Notre-Dame de Luxembourg, que vous avez tous reconnu, un tableau de Jacques Collet de Alanzy, donc actuelle commune de Aubange. Là, la particularité du peintre, c'est surtout l'utilisation de la couleur turquoise dans les drapés, avec les motifs floraux, et c'est vraiment une caractéristique récurrente dans sa palette, et forcément qui copie toutes les images codifiées, diffusées depuis 1625, avec la création de l'ancienne chapelle du Glacis qu'on voit en arrière-plan, qui va être détruite en 1796 par les révolutionnaires français, avec le drapé ample à l'espagnol. On a aussi quelques allégories ici à Luxembourg, donc rue du Nord, ici pas très loin. On avait au rez-de-chaussée, donc c'était l'ancienne maison des Mergets. Ici, on avait un dessus de porte qui appartient au Musée national, qui représente l'allégorie de la sculpture, qui est une copie d'une œuvre de François Boucher, peintre parisien. On reprend les choses sans forcément réinterpréter les sujets. Ici, Jean-Pierre Mattei va réaliser des dessus de porte pour décorer la nouvelle abbaye d'Echternach. On a les allégories des mathématiques et de la peinture, qui s'inspirent de nouveau de modèles gravés, ici aussi d'un peintre parisien, Sébastien Leclerc II. Donc il change quelques petits détails, mais globalement c'est assez proche. Donc ici pour la peinture, donc on a une muse, donc influence gréco-romaine, avec un petit poutot qui présente en fait la statue d'Artémis d'Éphèse, qui est la déesse de la nature. Et donc la muse va devoir reproduire d'une manière naturelle sur sa toile de chevalet cette reproduction avec ses pinceaux, sa palette. Et ici, on a la canne des peintres qui aident à réaliser les compositions. Et en haut, vous avez l'allégorie des mathématiques. Donc, le petit garçon aide la muse à tracer au compas un cercle et il s'agrippe sur un panneau avec des annotations mathématiques. Et on a aussi une sphère armilière en arrière-plan pour étudier les astres. Alors, ces dessus de porte hypothèses pourrait avoir été utilisé pour orner en fait la bibliothèque de l'abbaye d'Echternach. Donc c'était comme un système de classification et le fait de pouvoir voir ces peintures nous donnait l'indication pour se diriger dans la bibliothèque. On a aussi des allégories des continents, ici pour le maire de Curich, Nicolas Brucher. Donc on a la fin du XVIIIe siècle, qui va aussi, ici c'est plutôt millime. Donc des tableaux complets qui s'inspirent aussi de modèles iconologiques gravés par Hubert François Gravelot. Alors ici vous avez l'allégorie de l'Asie, donc chaque fois des personnages féminins. Donc elle tient un encensoir, elle a aussi une gerbe de café de poivre, donc c'est la richesse de cette région. On a une mosquée en arrière-plan et le chameau qui symbolise les caravanes du désert. Pour l'allégorie de l'Afrique, donc personnage à la peau noire, elle a un couvre-chef à tête d'éléphant, elle tient un scorpion dans la main et une gerbe de blé pour insinuer et souligner que l'Afrique est le grenier à blé du monde. Et puis vous avez le lion, roi de la savane, et des serpents, aspics, etc. Pour l'Amérique, vous avez personnage portant un couvre-chef à plumes, elle a l'arc à flèche, le carquois, pour insister que c'est l'arme privilégiée de ces peuplades, un caïman à ses pieds et deux personnages qui amènent du poisson et de la volaille, pour souligner aussi que c'est le type d'aliment
en tout cas, tout ça, c'est les stéréotypes de l'époque qui sont mis en avant. Et pour l'Europe, donc couronné avec une couronne et le sceptre, donc pour montrer avec le petit temple à la Bramante, un tempietto, que la religion chrétienne est au-dessus des autres nations. À ses pieds, vous avez ici les différents attributs des arts, peinture, sculpture, architecture. Elle est assise sur vraiment sur une corbeille de fruits et de fleurs, donc symbole de la fertilité. Et en arrière-plan, vous avez des symboles guerriers avec des fanions et le cheval. Alors, on a ici l'évolution du motif. On a Cesare Ripa dans l'Iconologia, donc c'est un ouvrage italien, donc fin 16e, début 17e. Là, la version française de Gravelot, fin 18e, et la version de Milim, ici pour Nicolas Bruchère de Luxembourg, dans la composition, reste codifié et évolue très peu. Ainsi, un tableau aussi très important pour l'histoire picturale luxembourgeoise. Donc en 1781, on a le jubilé de Notre-Dame de Luxembourg, la grande festivité pour fêter le 100e anniversaire de la consécration de la consolatrice des affligés comme la protectrice du duché de Luxembourg. Et donc Frère Abraham et l'abbé Scholtus d'Orval vont offrir un grand tableau pour ces festivités en question. Et le tableau va être exposé sur la façade du palais grand-ducal actuel, donc l'ancien hôtel de ville de Luxembourg. Alors on possède plus que le dessin préparatoire de ce grand tableau, donc qui représente en fait le duché de Luxembourg, qui est personnifié sur les traits d'une femme, qui offre les clés de la capitale à la Sainte Vierge. Vous avez un ange adorateur qui représente les armoiries du duché, des petits anges qui viennent déposer couronne de fleurs sur la Vierge, et ici 3 vieillards qui représentent les principaux cours d'eau du Luxembourg, qui sont la Moselle, la Sûre et l'Alzette, et des petits angelots qui déversent des corbeilles de fruits sur le territoire du Luxembourg et la ville pour renouveler les bienfaits et la fertilité du sol. Alors on a la chance d'avoir de Frère Abraham une autre version de ce grand tableau qui a été commandé pour un marchand de la forteresse de Luxembourg qui s'appelle Jodoc Frédéric Orhertz, qui résidait dans la rue du Marché aux Herbes, ici à Luxembourg. Le tableau est attesté dans l'inventaire mortuaire de ce fameux Orhertz, et le tableau appartient ici maintenant à l'archevêché. Donc c'est un tableau d'un plus petit format. Il y a juste des différences, c'est qu'on n'a plus la chapelle du glacier en arrière-plan, et on n'a plus les 3 vieillards, mais plus qu'un personnage qui tient une grappe de raisin, qui fait plutôt référence à la Moselle et au vin. Mais on a aussi des paysages, ici une vue sur le château d'Ansbourg et ses alentours, un tableau de Jean-Pierre Weber, c'est un peintre de Trèves, peint pour le comte de Marchand d'Ansembourg en 1767. Alors on voit les forges ici en avant-plan, le cours d'eau de l'Aïch, on a la clôture avec le potager, on a l'entrée de 1750, l'entrée baroque, le château ancien du XVIIe siècle mais agrandi en 1719, avec sur le balcon de la loggia les propriétaires. Vous avez les parquets jardins à la française avec les fontaines, les 4 colosses avec les mains liées dans le dos qui représentent les allégories des continents, la chapelle du Mont-Marie, et puis le presbytère et l'ancien château médiéval en arrière-plan. On a aussi des fresques, ici à la Pizzeria Onesto, qui est donc l'ancienne maison Merget. Donc on avait les dessus de porte de Maisonnet, mais on a aussi des fresques de Frère Abraham avec le côté italien, des scènes bucoliques, et dont j'ai retrouvé les modèles gravés, ce qui est totalement aussi inédit, d'influence italienne gravée à Venise, quoi. Et donc c'est vraiment des scènes qui invitent au voyage, à l'évasion, principalement, quoi, avec des scènes antiques. Bon, j'accélère, je vois que le temps passe. Et les commandes ecclésiastiques. Alors là, dans mes recherches, c'est vraiment la vie des saints qui sont vraiment les plus mises en avant. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment des personnages et des accompagnateurs de tous les instants. Ils vont protéger l'âme et le corps des croyants, et donc ils vont aider à intercéder auprès de Dieu en fonction des différentes demandes. Vous avez des scènes de la vie du Christ et de la Passion, plus de 33%. Donc on veut... les scènes du Christ et du Nouveau Testament qui sont là sont des outils de pédagogique, mais aussi pour promouvoir la foi. Et ensuite, vous avez des scènes un peu plus moindres, moins diffusées, les scènes de l'Ancien Testament et de la Vierge. Là, je vais vous montrer rapidement des exemples emblématiques. Ici, l'église de Clairvaux possède un tableau de Jean-Pierre Sauvage de 1738 qui représente le sacrifice d'Abraham. Le peintre va reprendre une composition de Théodore Rambout, donc un peintre anversois à la charnière 16e, 17e siècle. Il fait quelques petits changements dans la composition, mais c'est relativement identique.
Donc soit on copie directement le sujet, ou soit on va prendre 2 modèles gravés et on va recréer une toute nouvelle composition. Ici, le peintre, pour le monde terrestre, va prendre une composition de Rubens et au-dessus une composition de Charles Lebrun pour créer son Assomption de la Vierge, par exemple. Ou alors, on change de thématique. Alors ici, c'est un programme iconographique vraiment très intéressant pour les pères dominicains ici de Luxembourg. On avait 4 tableaux qui décoraient le cloître du couvent. J'en ai retrouvé que 2 qui sont encore conservés dans la sacristie, et les 2 autres, j'ai retrouvé les clichés ici au Musée national, qui datent des années 60, mais on a perdu la trace de la localisation de ces œuvres. Donc c'est des pères dominicains qui sont mis en avant. Donc il y avait vraiment aussi un côté qui était pour éduquer les novices qui venaient. On leur montrait les moments importants et emblématiques des membres de l'ordre. Donc ça, Thomas d'Aquin. Donc on a la colombe du Saint-Esprit qui lui dicte la somme théologique. De nouveau Thomas qui est en train de prier devant un crucifix qui lui parle et qui lui dit « Tu as bien écrit sur moi, Thomas ». Et sur le côté, vous avez les hérétiques, un musulman qui est enchaîné, et Martin Busset, qui est un réformé dominicain, qui est en train d'éructer sur saint Thomas en lui disant « ôtez Thomas et je renverserai l'Église ». Donc du coup, ici, on doit comprendre que la doctrine de Thomas est supérieure aux hérétiques. Et de nouveau, s'inspire d'un modèle gravé d'Abraham, ici, van Diepenbeek. À Pépange, vous avez aussi un tableau important qui représente le martyre de Saint-Sébastien. Dominique Linden, et non Charles Sauvage, comme on l'a écrit jusqu'ici, est l'auteur de ce tableau. Et le peintre va utiliser aussi 2 modèles gravés pour recréer une toute nouvelle composition d'un tableau allemand de Hans von Acken et un tableau anversois de Gérard Segers pour la posture du saint et le reste pour l'environnement. Ou aussi à Oberkorn, on a Jean-Pierre Routert d'Arlon, qui utilisait aussi 2 modèles, mais plutôt italiens. On a aussi Weiser, ici, à Alzingen, un des seuls tableaux signés et datés de l'artiste. On n'en connaît pas d'autres. Ici, un tableau au convict épiscopal dont Merget pense que c'est attribuable à Weiser. Vous voyez que le tableau est dans un état lamentable, et c'est un tableau qui décorait l'église des Jésuites de Luxembourg et qui a été complètement mis de côté depuis la fin du XIXe siècle. Un tableau qui est très bien composé, qui mériterait d'être restauré et de remis en avant, qui représente le martyre de Sainte-Barbe. Vous voyez vraiment le regard de haine du père de Sainte-Barbe qui est prêt à la décapiter. Elle reste impassible et les angelots sont prêts à lui déposer la couronne des martyrs et la palme. On a les inquisiteurs sur le côté et la tour dans laquelle est enfermé et le berger accusateur de part et d'autre. Aussi, je vous montre ici une petite évolution entre 2 peintres sur un même sujet. Le frère Philippe Mattei d'Echternach pour le baptême du Christ, pour l'église de Mondorcanche en 1743. Et ici, frère Abraham pour un tableau qui se trouve à l'église Saint-Michel, qui a été peint pour un père dominicain et pour décorer l'ancienne église Saint-Ulrich au Grund. Donc on voit vraiment qu'il y a une évolution complète en 50 ans. On est plus dans du néoclassicisme, mais ici, avec une palette plus douce, plus moelleuse, que frère Philippe a un côté un peu plus brut, quoi. Et je vous montre encore un programme emblématique. Donc j'ai retrouvé tout le programme des tableaux qui ornaient le réfectoire de l'abbaye de Neumünster, ici à Luxembourg, qui ont été peints par frère Abraham en 1794 lors de sa résidence. Et alors il y en a 8 qui ont été revendus en 1830 et qui se trouvent maintenant à l'église Astenay, et 4 autres sont restés à Luxembourg et sont réfectoires des sœurs dominicaines ici en ville. Voilà ici le programme entier des tableaux, des 12 tableaux, 6 tableaux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et c'est à chaque fois des scènes qui mettent en avant des miracles de la nourriture, ce qui fait sens avec un réfectoire de père dominicain. Alors je vous montre un exemple dans les scènes et dans la méthodologie de la création de l'artiste. Il reprend les modèles gravés, il crée une composition à la sanguine et ensuite il réalise son tableau avec la composition finale. Alors j'ai pu retrouver seulement une partie, il a dû utiliser un 2e modèle gravé, mais en tout cas il a utilisé en partie un modèle de Romanelli, un tableau qui a été offert par Romanelli à Anne d'Autriche, donc au XVIIe siècle, et dont la gravure ici date de 1729. Donc c'est Moïse qui frappe le rocher, et donc tous les Juifs viennent s'abreuver pour reprendre des forces au moment de la traversée du désert, quoi.
On voit que les drapés sont de très bonne qualité, même les personnages, les couleurs, la composition. On est vraiment dans la meilleure production ici de Frère Abraham. Et je termine avec les peintures murales. On en connaît toute une série. Elles décorent aussi majoritairement les églises à 75%. On a 6 artistes qui ont été actifs dans nos régions, qui ont pratiqué cette technique. Alors, est-ce que c'était vraiment à fresco ou à secco? Là, il faudrait faire des analyses plus poussées, mais de ce que j'ai pu constater, les peintres utilisaient les deux techniques. D'abord à fresco et c'est les retouches à sec. Là, je vous montre 2 exemples. Ici, une composition qui décore l'ancien refuge d'Echternach ici à Luxembourg, qui n'est pas accessible, mais dont Merget confirme qu'il s'agit d'une œuvre d'un frère convers de l'abbaye, donc c'est le frère Philippe, qui était aussi architecte, qui a créé aussi le nouveau lotissement ici pour le père abbé d'Echternach. Alors, ça représente l'apothéose de Marie-Thérèse d'Autriche, qui tient les différents... Ici, les armoiries Autriche, Hongrie, Bohême, Luxembourg et Lorraine. Vous avez l'allégorie de la gloire qui dépose une couronne sur la souveraine autrichienne. Le dieu Hymen, fils de Dionysos, présente le mariage. L'aigle bicéphale, vous avez Cupidon, vous avez Hermès et Déméter qui est assis ici sur une corbeille de fruits et d'aliments. Vous avez Athéna, le dieu Arès et une divinité que je n'ai pas pu identifier en arrière-plan. Alors ici, c'est vraiment un message politique qui est mis en avant et une dédicace en l'honneur de la souveraine autrichienne Marie-Thérèse d'Autriche. De nouveau, on utilise des modèles gravés, comme d'habitude. Et ici, une composition de Charles Lebrun qui décorait les appartements dans la galerie des petits appartements du roi à Versailles. Malheureusement, l'œuvre a disparu, mais on connaît heureusement la gravure qui représentait Apollon, qui distribue les récompenses aux sciences et aux arts. Et je termine avec cette œuvre-ci, qui est vraiment une œuvre emblématique que je présenterai le 28 octobre in situ. Mais ici, pour ceux qui n'auront pas la chance de m'accompagner pour le parcours itinérant dans les églises, je vous montre quand même ici l'église de Mondorf, donc, qui est vraiment le chef-d'œuvre de Jean-Georges Weiser, qui date de 1766. Donc on a pu voir dans la bibliothèque que Weiser possédait les traités de Andrea Pozzo, le père jésuite italien qui va faire un traité sur la perspective. Et on voit vraiment qu'on est vraiment tout à fait dans le même style, donc baroque, fin 17e. Donc on reste dans cette tradition. Et donc Weiser va représenter différents niveaux. Au centre de la composition, vous avez le combat entre Saint-Michel qui terrasse le diable, d'après Guido Reni. Un tableau qui se trouve encore aujourd'hui dans l'église des Capucins à Rome. Et est-il fait le voilage? J'en ai aucune idée, mais la gravure est bien parlante. Ensuite, vous avez des personnages en grisaille de part et d'autre, des colonnes. Saint-Benoît, Saint-Joseph l'enfant Jésus, Sainte-Anne, qui est l'enfant Jésus qui est en train de donner des leçons à la Vierge, et Saint-Laurent avec son gril, qui doit faire aussi référence avec le combat en enfer qui se joue au centre. Vous avez tout un entablement avec des personnages en grisaille, les différents angelots, musiciens ou adorateurs, avec l'inscription Quis ut Deus, donc qui est comme Dieu, qui fait référence à Saint-Michel. Et en haut, vous avez le monde céleste, donc, qui permet au regard du fidèle de s'échapper vers l'infini. Donc toutes ces peintures qui mélangent architecture, peinture, sculpture, permet vraiment de s'échapper vers l'au-delà. Mais c'est aussi pour compléter, alléger le cadre architectural et monochrome et le fond abrupt des églises. Alors la fin de cette production, donc ça va vraiment s'arrêter à partir de 1796. On a la suppression des ordres religieux, puis l'année précédente, on avait eu l'invasion du duché par les troupes françaises, et donc la production religieuse va vraiment retomber, va vraiment s'arrêter quasiment, et il va falloir attendre la reprise après le Concordat de 1801 pour que toute cette production puisse redonner un nouveau souffle. Alors en conclusion de tout ce travail, donc vous avez vraiment ici un aperçu en une heure rapide,
ce que je pourrais développer beaucoup plus pour chaque artiste, mais ça sera pour d'autres occasions. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de tout ce travail et toute cette production? C'est que, comparé à ce j'ai pu vous présenter au tout début, finalement, on peut dire que tout ce que je vous ai mis en avant atteste l'existence d'un foyer pictural luxembourgeois dès le XVIIIe siècle. Donc chaque peintre a ses spécificités, a ses caractéristiques qui leur sont propres. Bien sûr, on a eu un manque de rayonnement à l'international de ces petits maîtres de province. Ils ont vraiment eu une production qui s'est limitée à leur région, sur une 50 ou une centaine de kilomètres carrés, pas plus. Mon travail a permis aussi de reconstituer la vie de ces peintres qui étaient délaissés ou méconnus, à réattribuer des tableaux, des catalogues et aussi à confirmer ou infirmer des éléments biographiques. On a un apport aussi important et non négligeable des artistes étrangers comme Charles Sauvage qui nous vient de Verviers, principauté de Liège, ou Weiser et Milim qui viennent du royaume de Bohême. Importance de la gravure aussi, qui reste l'élément important dans cette production. Donc c'est des peintres qui vont copier, réinterpréter à leur manière. Donc il y a quand même un manque d'originalité dans leur production, mais c'était la norme dans les foyers provinciaux qui n'avaient pas accès à des œuvres emblématiques. C'est vraiment la norme, copier et reproduire les tableaux des grands maîtres. On a quand même eu l'importance d'avoir eu dans une abbaye ici à Orval une école de peinture qui a été en activité de la fin des années 1770 jusqu'en l'été 1792. Et on a vraiment un impact sociétal qui est très fort avec tout mon travail, vu que ça permet aux gens de pouvoir se réapproprier son patrimoine avec des clés de lecture et de la consistance et un contexte bien précis de ces œuvres qui prennent majoritairement la poussière, quoi. Alors la finalité de tout ce travail, c'est qu'on pourra mettre en place une exposition qu'on vient de faire ici, on pourra en faire d'autres, des publications, des conférences, et aussi on peut créer peut-être plus tard un parcours touristique, soit sur un peintre, ou même sur les peintures murales. Par exemple, on en propose une le 28 octobre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, merci Henri. Je trouve que tu mérites ton propre apéthiose. Hein. C'est un travail de moine. Hein. Et bien étonnant aussi parce qu'au début, ça semblait qu'il y avait presque rien. Et au contraire, vous avez trouvé une mer à boire des informations. Et nous avons pu installer cette exposition que vous avez encore une heure pour le visiter. Avec une documentaire de 20 minutes pour vous introduire en ce sujet. Mais je crois que nous avons encore un peu de temps pour des demandes. Je ne sais pas si vous avez une question. S'il y avait... Oui. Oui, vous avez dit au début... Attendez. Oui, vous avez dit au début que selon certains auteurs, le XVIIIe siècle était très pauvre par rapport à ce qui précédait. Bon, je suppose que cette remarque se rapportait aux Pays-Bas espagnols ou autrichiens en entier. Oui. Mais maintenant, spécifiquement pour le Luxembourg, vous pensez que le XVIIIe siècle est plutôt une bonne période par rapport à ce qui précédait ou plutôt mal? Donc oui, au tout début, j'ai présenté des auteurs, des historiens de l'art belge qui étudient les Pays-Bas autrichiens, principalement aussi pour le XVIIIe siècle, qui disent que la production qualitative est assez médiocre. Mais quantitativement, non, il y a énormément d'ateliers qui ont été très très productifs au XVIIe et XVIIIe siècle aussi. Alors, pour le XVIIIe siècle, pour nous, le Luxembourg, alors il faudrait faire une étude pour le XVIIe siècle. J'ai déjà des dossiers de prêt et des noms d'artistes pour voir est-ce qu'il y a une évolution, des différences. Mais en tout cas, le 18e, c'est vraiment l'efflorescence artistique en art plastique pour notre région. Vraiment, c'est vraiment une production qui est vraiment très intense parce que le 17e, on a beaucoup plus de mal avec les guerres peste et famine qui vont ravager le duché de long en large. Et c'est vraiment l'arrivée des Français à partir de 1684 qui va redonner une dynamique dans cette production. Et puis on a l'apport des artistes et des artisans étrangers. Et on veut reconstruire les églises, les abbayes, les maisons. Et donc les artistes vont être vraiment majoritairement sollicités. Et là, je vous ai quand même montré, j'ai recensé plus de 700 tableaux pour le territoire, ce qui est quand même intéressant, ce qui n'est pas négligeable, quoi.
Alors, par rapport à la vision qu'on avait au XXe siècle, effectivement, eux n'avaient pas fait le travail que j'ai pu fournir, donc n'avaient pas cet aperçu, c'était assez négatif. Mais là, j'ai changé vraiment la donne, en tout cas pour le duché de Luxembourg. Maintenant, il faudrait faire la même étude pour les autres provinces des Pays-Bas autrichiens. Voir qu'est-ce qu'il y avait du côté de Tournai, Mons, même Bruxelles. On n'a pas encore fait une étude très précise sur toute la production picturale du XVIIIe pour la région de Bruxelles ou le Brabant. Et Anvers, il y a aussi des choses à faire, ou Gand. Et là, on aurait vraiment une vision globale. Mais maintenant, si on veut, on peut faire aussi une étude pour la région de Trèves, ou du côté des Ardennes françaises. Et là, on verrait aussi peut-être des différences ou des continuités ou des affinités, il faut voir. Pour le moment, pour le XVIIIe siècle, il y a justement eu une étude, mais qui date d'il y a plus de 30 ans pour la Lorraine française, mais vraiment pour la région de Nancy et Metz. Et ça, j'ai pu consulter, c'est Gérard Voreau, qui est décédé il y a quelques années, qui avait fait sa thèse de doctorat sur ce sujet-là. Mais les autres régions sont encore à étudier en profondeur, donc pour en découvrir un peu plus et affiner en fait, le discours sur ces périodes-là, quoi. À suivre. Oui. En fait, ce n'est pas une question actuellement, parce que de mon grand-père, j'ai trouvé dans ses documents une gravure de 1772 que j'ai ici, de la Vierge Marie de Luxembourg, donc c'est écrit. Mais la signature, je pensais que c'était de Weiser, parce que j'ai lu un peu votre ouvrage déjà, et Weiser, il était graveur également, je crois. Tout à fait, oui. Mais c'est une autre personne, une femme qui l'a signée. Est-ce que je pourrais vous la montrer oui, oui, je peux vous donner aussi comme référence d'aller consulter le catalogue collectif qui est sorti en 2016, qui a été publié par le musée en Picon-Rue. Et on avait fait toute une étude en collaboration avec d'autres historiens. Et j'ai rédigé un article où je présente les différentes gravures de Notre-Dame de Luxembourg publiées et éditées ici à Luxembourg. Mais donc, si c'est dans les années 1770, ça ne peut pas être Weiser, vu qu'il est décédé en 67-68. Mais il y a eu d'autres artistes qui ont repris le même modèle, qui ont fait d'autres matrices de cuivre, parce qu'il faut bien avoir conscience que chaque gravure pouvait être... Enfin, les plaques de matrice étaient imprimées plus de 1000 fois, et après elles s'usaient, et donc on devait en recréer d'autres avec d'autres artistes sur le même modèle. Donc là, ça peut être certainement donc, les suiveurs, et je peux peut-être vous en dire plus, mais je peux vous dire ça après. Il y a une signature Oui. d'une personne. Merci. On peut en parler après, pas de souci. Vous avez très bien montré que les peintres utilisaient toujours des gravures comme base. Ce qui me frappait, c'est que ce sont des peintres, enfin que les gravures auxquelles ils se réfèrent viennent d'endroits extrêmement variés, mais pas par exemple de Saxe, où il y avait des peintres très réputés. Est-ce qu'on a une idée pourquoi ils se sont orientés sur les peintres parisiens et romains plutôt que sur les peintres allemands à l'époque? Alors, les peintres allemands, il y en a. Augsbourg, c'est vraiment le centre le plus important de la gravure. Et là, chez Weiser, on a beaucoup de gravures d'Augsbourg, ou même Maisonnet. L'allégorie de la sculpture que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une gravure d'un modèle français, mais c'est la version qui a été éditée à Augsbourg que le peintre a utilisée. C'est la version inversée de la version parisienne. Donc il y avait d'autres ateliers qui copiaient les œuvres, mais tout ça, ça circulait. Alors pourquoi ils ont choisi plutôt... ici, c'est difficile de faire des statistiques complètes de quelle école a été majoritairement dominante, si c'était les Français, les Flamands, ou les Italiens, ou les Allemands, ou autres. Mais en fait, tout dépendait du fond de gravure que le peintre possédait dans son atelier. Et aussi par rapport au commanditaire. Si le commanditaire voulait « refais-moi un Raphaël ou un Léonard », voilà, il allait avoir dans ses compositions, il faisait des mix. Mais en fait, ici à Luxembourg, le marché de l'estampe, donc c'était chez Orhertz, donc le marchand pharmacien qui a redemandé une composition du grand tableau peint par Frère Abraham. Et lui, dans sa boutique, il vendait des estampes. Et on a toute une liste avec toutes les compositions. Il y en avait plus de 1000. Et on sait que Frère Abraham venait régulièrement ici à Luxembourg pour acheter des pinceaux, des couleurs et des estampes chez Orhertz, donc dans la rue du Marché aux Herbes à l'époque, quoi. Alors après, ça dépend les goûts du peintre, les goûts du commanditaire, mais c'est difficile de faire des statistiques d'école qui va dominer d'autres. En fait, on était vraiment ici au centre, au carrefour de l'Europe, donc tout circulait et passait. Donc... Et encore ici, il y a des tableaux qui ont disparu. Donc, de quelle manière je peux dire qu'il y a plus d'Allemands, enfin,
dans les inspirations, c'est difficile. Le travail est encore en cours d'identification, en fait. Et j'ai encore fait des découvertes que je présenterai à Mondorf, à l'église. Donc j'ai retrouvé des gravures en plus que je n'ai pas, qui m'ont échappé pendant ma thèse, et donc qui ne sont pas mentionnées dans l'ouvrage. J'ai trouvé ça il y a un mois, plus ou moins. Mais je présenterai tout ça dans un mois et demi. Oui. Encore une demande? Sinon je te remercie de nouveau, Merci. Henri. Et n'oubliez pas qu'Henri est en haut avec le catalogue pour le dédier. Et il y a encore une heure pour visiter l'exposition. Et en plus, le tour d'église sera... C'est le 28 octobre, un samedi après-midi. Voilà. Et il y aura aussi deux autres conférences qu'on trouve dans le programme du musée, aussi sur le site internet. Donc, merci encore pour votre visite ici et à très bientôt. Merci.